créer autrement. Donc, on a décidé aussi de de parler, de proposer à des artistes qui sont en processus, donc qui créent d'une autre manière, de présenter leur travail, de présenter sa façon de voir aussi la création autrement. Donc voilà, pour ça qu'aujourd'hui on est ici avec, Selim, avec Maxime, avec Julie et avec Edwin, qui vont nous parler un petit peu des différents projets sur lesquels ils travaillent en ce moment, heu, où il y a cette idée justement de créer d'une autre façon ou aborder la création autrement. Heu, il y a aussi un autre lien qui nous unit tous, donc je vous dis ça comme ça, je vous présente, aussi qu'est-ce que c'est les hors-lits, hors-lit, hors du lit. Donc hors-lit, c'est des performances, pas hors-lit l'aéroport, c'est la question à laquelle on nous pose toujours. Hors-lit, donc hors du lit, c'est une série de performances, c'est un événement qui est moi-même j'ai créé en 2005 à Montpellier et qui était déjà été créé comme une réponse justement des créations d'espaces alternatifs et pour créer autrement. Et bon, Orly, elle a fait plein de bébés partout dans le monde. Donc la Tunisie, et on s'est rencontré avec Maxime à Aix-en-Provence et à Marseille plusieurs fois, et avec Julie et Edwin à Montpellier. Et là, ils sont sur Rennes aussi avec les projets d'Orly. Donc, Orly, ça a été aussi une façon de rencontrer plein d'artistes différents. Juste pour vous raconter rapidement, mais je pense que Céline va vous parler sur un projet qu'il a fait en Tunisie, qui est né aussi de part d'Orly, mais qu'il a bifurqué et qu'il a eu plein des nouvelles sensations, expériences. Mais c'est justement l'idée d'Orly, c'est 4 performances de 20 minutes dans des appartements, dans des maisons privées, où on amène les spectateurs d'une maison à une autre, à voir autres formes de créer, en sachant que surtout pour moi c'est important, c'est des performances qui sont créées comme ça, on n'est pas des programmateurs, on donne l'opportunité, c'est une carte blanche aux artistes pour présenter les choses. Voilà juste les présentations et de ces webinaires et des hors-lits. Et du coup, comme premier intervenant, on va vous présenter, donc je vais vous présenter Selim Ben Safia. Selim s'est formé à la danse hip-hop au Cibel Ballet Théâtre et à la danse contemporaine au Centre méditerranéen des danses contemporaines de Tunis. Et parallèlement, il obtient son master en management culturel et crée sa compagnie de danse contemporaine à Montpellier. Et toujours soucieux de permettre aux artistes et diffuser leur création, malgré les difficultés vécues en Tunisie, il initie les premières Orly d'Afrique et du monde arabe, l'Orly Tunis, qui deviendra les Orly Tunisie. À ce jour, 10 éditions ont déjà eu lieu dans 20 villes différentes en Tunisie. Et donc, je vous laisse avec Céline qui va nous parler de cette aventure nouvelle. Voilà. À toi, Céline. Ah, merci Léo, écoute, merci, c'est bien d'avoir présenté les Orly. Donc, Orly, c'est pas l'aéroport, mais bien le parcours artistique en appartement, avec un petit astérix à côté d'appartement, parce que appartement, c'est ce qui se fait en France. En Tunisie, on est plus sur plus des maisons. Donc le Orly, c'est vrai qu'elle a été créé en 2005 à Montpellier par Leonardo. Moi, j'ai connu les Orly assez tardivement. Je les ai connus en 2014 à Montpellier, où j'ai fait mes études de management culturel et j'ai également fait une partie de mes études au CCN de Montpellier. Et c'est là que j'ai connu les Orly. Et Leonardo m'avait invité à performer sur un Orly Montpellier, où il avait présenté un de mes solos qui s'appelait à l'époque Small Fedin, un solo sur l'enfermement. Et du coup, le lien était vite trouvé de créer, de l'adapter à un format appartement et le faire dans ce premier Orly. Quand j'ai découvert les Orly, je me suis dit, mais l'idée, elle est juste exceptionnelle, parce que c'est trouver un format alternatif de proposer des spectacles au public, à ne pas faire des grands dossiers pour être sur des scènes nationales ou des scènes entre guillemets classiques, mais aller sur un format novateur, nouveau. Et je trouvais l'expérience exceptionnelle de pouvoir visiter une ville de manière différente et de proposer un spectacle d'une manière différente, un public qui est très proche en même temps, parce qu'on est dans un appartement, et en même temps avec un côté un peu voyeuriste, de pouvoir rentrer dans l'appartement et découvrir des choses.
Je me suis dit: Ce projet, je dois absolument l'initier à Tunis pour d'autres raisons». Parce qu'à Tunis, donc on n'est pas sur un format alternatif de, se dire: «On va sortir des scènes, conventionnelles ou conventionnées pour, faire un format Orly», mais on va juste proposer des choses parce qu'il n'y a pas assez de scènes, tout court. Il n'y a pas assez de scènes de spectacle. Donc quand je parle sur, l'ensemble du territoire, il n'y a pas assez de scènes, il n'y a pas assez de festivals dédiés, à la danse en particulier. Moi, avec ma formation de chorégraphe, j'avais du mal à proposer des spectacles parce qu'il y avait, à l'époque, un seul festival dédié à la danse. Donc je me suis dit: «Il faut absolument créer, heu une nouvelle alternative à la création artistique». Il fallait trouver un autre rapport au public parce qu'on n'arrivait pas à pousser les gens à aller voir un spectacle dans un théâtre. Il fallait trouver des solutions pour, leur faire comprendre que, être artiste, c'est un travail, montrer ce qui existe, militer auprès des pouvoirs publics sur, le statut d'artiste, militer auprès des autres artistes pour leur dire: «Nous pouvons faire des choses d'une manière différente». Et donc je me suis dit: «Il faut que je crée ce concept». Donc j'ai joué, Orly-Montpellier, je crois que c'était, au mois d'avril, et j'ai dit à Léo: «On se rencontre en octobre ou en novembre, à Tunis pour le premier Orly». Donc je suis reparti de Montpellier à Tunis pour, chercher des maisons. Donc au début, il m'a beaucoup rayonné parce que, déjà faire de la danse en Tunisie à l'époque, c'était pas quelque chose de hyper simple. Faire la danse dans un appartement, c'est encore plus compliqué. Et donc du coup, il fallait vraiment arriver à défendre, à convaincre l'idée, à convaincre les personnes de cette idée un peu folle. Et du coup, il y a des personnes qui m'ont fait confiance, et qui ont ouvert, leur maison. Donc au départ, on n'avait, aucun moyen parce que la compagnie venait d'être créée. La compagnie à Tunis venait d'être créée. C'était vraiment assez compliqué de pouvoir, arriver à convaincre les habitants, mais aussi à convaincre le public de venir voir qu'est-ce qu'un Orly et de venir visiter. Donc on a décidé de faire un premier teaser vidéo où on s'est dit: On va d'abord faire comprendre aux gens qu'est-ce que le Orly. Parce que c'est vrai qu'elle dit comme ça, parcours dans un appartement, c'est assez compliqué. En France, c'est pas quelque chose de hyper commune, et en Tunisie, en 2014, c'était encore moins commun. Et du coup, on a créé un premier teaser, que je vais vous inviter à regarder. Premier teaser vraiment fait avec les moyens du bord. Si vous regardez bien, on est 4 en fait, et on fait croire aux gens qu'on est plusieurs pour pouvoir les inciter à participer. Hem, heu, mais voilà, mais on s'est dit: «Allez-y, on va commencer on va pouvoir, le faire quand même». Donc Léo, est-ce que J'arrive. tu Allez, pourrais je le pr partage. Voilà. super, merci. C'est ça, le Voilà. voilà, ça c'était le tout premier en 2014, donc avec, une caméra et 2-3 potes. On avait arrêté les gens dans la rue pour leur dire s'ils voulaient bien, faire les figurants.
J'avais embarqué ma sœur, mon frère, mes amis pour pouvoir faire les figurants et essayer de faire comprendre que c'était plusieurs appartements, mais en vrai, c'était une seule maison et il fallait rentrer et sortir de la même porte. Tout ça pour dire qu'on a essayé d'œuvrer pour pouvoir convaincre les gens et ensuite on a lancé la réservation, réservez vos places sur orly.tunis@gmail.com et là, on a eu une explosion de personnes. On s'attendait à avoir entre 20 et 30 personnes. On a eu plus de 60. On s'est dit, waouh, ça commence à prendre. Donc, pour faire le premier Orly, parenthèse, donc, en France, le Orly coûte environ entre 10 et 15 euros. Donc, à l'époque, ça coûtait 10 euros, maintenant peut-être un peu plus. À Tunis, il n'y a pas encore la culture de pouvoir payer pour un spectacle. Donc, à l'époque, il n'y avait vraiment pas la culture de mettre 10 dinars pour payer pour voir un spectacle. Il fallait donc faire une première tentative gratuitement. Donc pas de fonds, donc j'ai dû moi danser gratuitement. J'ai appelé un ami à moi pour le faire danser également et j'ai invité Léo. J'ai réussi à avoir 2 billets d'avion, de par ma compagnie. J'ai invité Léo et Lolita Morales, une de ces danseuses de l'époque, pour jouer sur ce premier Orly, à Tunis en novembre 2014 et là, on a aussi refilmé, donc vous allez revoir la même musique, mais là, on n'est plus avec des figurants, on est en vrai, avec un vrai public et c'est assez chouette quand même qu'on voit le nombre de personnes. Donc Léo, si tu peux montrer la seconde vidéo, ce serait cool. I won't hold my finger in the air. Donc ça, c'est vrai que c'est le tout premier. On a eu des super retours, les gens ont vraiment nous ont accueillis, on avait beaucoup de monde. Et l'avantage, on s'est dit, faire un Orly en Tunisie, en France, il y a une phrase qui nous choque souvent, en tout cas nous Tunisiens, lorsqu'on nous dit j'habite un grand 40 mètres carrés ou un grand 50 mètres carrés. Cette phrase est antinomique pour nous Tunisiens parce qu'on ne peut pas mettre grand et 50 mètres carrés dans une seule phrase. 50 mètres carrés, c'est petit. Donc pour nous, grand, c'est un grand appartement ou un petit appartement, c'est un 80, un 100 mètres carrés, c'est petit. Et une grande maison, c'est une maison avec une cour intérieure. Donc on s'est dit, pour la première fois, on va réussir à avoir des conditions techniques meilleures en Tunisie qu'en France via ce concept Orly. On va proposer des choses qu'on venait de voir dans des cours intérieures, sur des toits, dans des espaces plus grands. Et au lieu d'accueillir une jauge de 30 personnes ou 35 personnes, ce qui se fait souvent dans les Orly en France, nous, on pourrait enfin accueillir 50 personnes par session d'Orly. On le fait sur 2 soirs, avec 2 groupes par soir. Donc, soit un Orly, on accueille facilement entre 200 et 250 personnes.
Ce qui est, on s'est dit, c'est la première fois qu'on va pouvoir accueillir autant de public pour des créations contemporaines de danse ou de théâtre ou de poésie, avec 0 soutien de l'État, fait que par les artistes au chapeau, et par, des privés qui offrent leur maison. Pour nous, c'était, exceptionnel. Donc on a fait ce premier Orly, on a fait ce second Orly et moi je suis un éternel insatisfait et je me suis dit: J'ai vraiment envie que ça grandisse et que ça passe un peu comme en France, sur plusieurs villes». En France, aujourd'hui, ils sont sur une dizaine de villes, voire même plus et je me suis dit: «Il faut que j'arrive à faire la même chose en Tunisie et le développer». Sauf que, ça Orly, demande beaucoup de travail, pour, un projet justement sans financement public, c'est un peu l'idée, c'est d'aller un peu à contre-courant du système, en place et donc il fallait pour convaincre les personnes, c'était pas forcément facile. Donc je me suis dit: «Si personne ne veut le faire dans les autres villes, c'est moi qui vais le faire et je vais créer une caravane Orly, et aller de ville en ville». Donc, j'ai commencé à appeler des amis, qui connaissent du monde, qui connaissent des voisins, dans d'autres villes à Tunis, notamment 2 villes. La première ville s'appelle Nebel, la deuxième ville s'appelle Sousse. Ils sont pour ceux qui connaissent la Tunisie, c'est vraiment sur, la côte, du Gabon, donc à côté de la mer et j'ai pareil invité, Maxime, que vous allez voir, Maxime Potard, que vous allez voir tout à l'heure et Yael Causé, qui ont dit: «Allez, venez faire la tournée avec moi des Orly». On prend une voiture et on se balade un peu, et on va proposer des Orly comme caravane sur 3 villes différentes et ça va être la première expérience d'un Orly caravane et on va tester, voir ce que ça peut raconter. Donc si tu veux bien, Léo, encore une petite vidéo que je vais vous montrer la toute première caravane des Orly. Là, on est en 2015 ou 2016, c'est l'Orly numéro 4. Voilà. Ça, c'est donc, la première tournée de Orly. On a fait 3 villes, en voiture. C'était, assez fatigant, on en avait, voilà, on était, encore jeunes et frais et motivés, donc on s'est dit: On va y arriver» et c'était une super belle expérience. Mais je me suis dit: «Ça peut pas être viable». Pour moi, ça peut pas être viable de faire la route avec ma voiture sur l'ensemble de la Tunisie et toquer sur, plusieurs maisons. Il fallait que je trouve une solution viable pour pouvoir, embarquer les gens. Parallèlement, en 2017, donc j'ai créé ma structure en Tunisie qui s'appelle Al-Badil. Al-Badil veut dire l'alternative en arabe, et ça veut dire l'alternative culturelle. J'ai donc créé, cette association pour pouvoir, porter ma compagnie en Tunisie, mais aussi, heu, promouvoir des projets qui permettent d'allier entre création artistique, et création et industrie culturelle et créative et les vies économiques. Comment faire de la création artistique et de la créativité un levier économique et comment faire du plaidoyer auprès des pouvoirs publics en leur expliquant que créer,
c'est un moyen de faire entrer de l'économie pour le pays, de faire vivre les artistes, parce que les artistes, c'est un travail. Donc, dans ce sens, je me suis dit, il faut lier le Orly à ça, parce que le Orly, c'est un projet à impact social, où on va dans des villes, on propose de l'art pour des habitants qui n'ont pas forcément accès à des spectacles contemporains habituellement. Il fallait trouver un moyen. Et la règle de Orly, mise par Léo, était justement de ne pas avoir de fonds publics ou de fonds tout court pour pouvoir faire les Orly. J'ai dû donc du coup faire quelque chose qu'on appelle en Tunisie à la Inch'Allah. Et Inch'Allah, en gros, c'est pour dire tu vas voir, tout va bien se passer et on va arriver à le faire. J'ai mis en place un processus de formation en management culturel pour les jeunes Tunisiens de moins de 30 ans à la recherche d'emploi. Donc, on a trouvé des fonds pour nous aider à former des jeunes de moins de 30 ans en management culturel. Ça veut dire quoi le management culturel? C'est comment organiser un événement culturel dans un pays comme la Tunisie, comment gérer un budget, comment faire de la com, comment organiser, comment négocier un contrat, comment établir un contrat avec un artiste, etc. Et pour cette formation, donc, on a été financé pour pouvoir former par an 25 jeunes issus de 5 différents gouvernorats. Donc, les gouvernorats en Tunisie, ça équivaut à un département en France. Donc, 5 jeunes par département sur 5 différents départements, ce qui fait 25 jeunes par an, les former sur ce management culturel pour qu'ils puissent ensuite travailler sur leur territoire et mettre en place des projets culturels à impact social, mais aussi à impact économique pour faire tourner les artistes locaux. Du coup, je me suis dit, mais le Orly peut être un stage pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'on est financé pour mettre en place la formation, mais ensuite, pour le Orly, c'est un stage bénévole suite à la formation. Donc, on reste dans la règle du Orly, qui est donc de proposer un format alternatif de diffusion artistique, mais on a les moyens d'accompagner ces jeunes en formation, donnant les moyens de pouvoir proposer le Orly chez eux, dans leur ville. Et on a donc embarqué dans cette aventure en se disant, maintenant, on ne va pas faire un Orly, on va faire 5 Orly par an. On va faire une tournée de 5 villes avec, dans chaque ville, 5 organisateurs de Orly indépendants qui vont, eux, trouver les lieux, trouver les artistes locaux, un artiste local et les faire rencontrer avec des artistes que nous, on invite, des artistes tunisiens ou étrangers, ou les deux, les faire vivre ensemble pour se rencontrer, pour créer des ponts entre ces artistes, pour permettre à cette jeunesse de mettre en place leur premier projet, de prouver aux institutions publiques que ça existe, qu'on peut créer des choses sans l'aide de l'État et qu'il y a du public qui vient voir les Orly dans ces villes reculées de la capitale et créer un dynamisme dans ces villes pour dire tout ne doit pas se faire à la capitale, mais tout le monde a droit à un Orly et tout le monde doit pouvoir regarder le spectacle là où il en est. Cette idée que j'ai eue, on l'a démarré en 2017, fin 2017, début 2018. Aujourd'hui, sur les 24 gouvernorats en Tunisie, on est sur 20 gouvernorats différents. On est 75 personnes à organiser les Orly en Tunisie. Sur les 20 villes, on a 10 éditions. Et sur ça, et l'année prochaine, on sera sur 24 villes. On sera 110 personnes à organiser les Orly l'année prochaine. Environ, sur tout l'ensemble du territoire. Et le Orly devient, certains, moi j'appelle projet, d'autres appellent festival, et c'est devenu le plus gros projet culturel en Tunisie parce que c'est le seul qui existe sur l'ensemble du territoire. Et chaque année, on reprend des anciennes villes et ça crée un dynamisme, et ça crée une crédibilité pour ces jeunes. Donc, je vais vous proposer de voir la dernière vidéo avant de conclure, qui est justement sur le dernier Orly qu'on a fait, Orly Tunisie 2021, qui est sur 5 gouvernorats différents.
voilà pour le dernier Orly. Donc c'est vrai que là, on a pu le voir, on était sur 5 villes, il y a eu environ une quinzaine d'artistes programmés, une 15 artistes ou groupes d'artistes programmés. On a accueilli plus de 200 spectateurs ou 300 spectateurs, un truc comme ça. C'était juste exceptionnel. Et voilà, pour conclure, avec ce webinaire, quand on parle de corps en crise, à Tunis, le corps est en crise. Il est en crise politiquement, il est en crise avec la crise du Covid, il est en crise par rapport à la fermeture des frontières, à la non-obtention des visas, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, le Orly est une solution pour aller emmener le spectacle chez le spectateur de manière différente. C'est pour ça qu'on invite des artistes étrangers à venir voir et à créer des ponts différents avec l'ensemble des personnes qui souhaitent créer dans l'espace public ou dans l'espace privé en Tunisie. Et voilà pour moi. Merci beaucoup, Céline. C'était bon, c'est super. Bon, en plus, on connaît un peu aussi l'expérience en Tunis. Tu m'as fait penser, en fait, il y a très longtemps, j'avais demandé, bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis argentin, et j'avais demandé à ma mère une fois comment ça, on vivait la crise, c'était en l'occasion de la crise de 2008, comment on vivait la crise en Argentine. Et ma mère m'a répondu, mais nous, ça fait 50 ans qu'on est en crise. Notre état, les crises, pour nous, c'est la réalité. Donc, effectivement, il y a des pays où l'action prend notre importance et d'amener, voilà, déjà de voir la danse contemporaine, le théâtre, la culture amener à d'autres villes, c'est déjà un projet qui est énorme en soi, quoi. Donc, merci Céline. Bah, reste avec nous. L'idée, c'était qu'après, peut-être il y aura des gens qui ont posé des Ouais. questions et on peut en discuter. Donc, on va passer. Donc, je vais vous présenter alors, déjà, parce qu'il y a une chose que j'ai oubliée pour les personnes, les spectateurs qui sont là. Donc, effectivement, on vous invite dans le mode affichage à mettre l'option intervenant et pas galerie. Comme ça, la personne qui intervient, vous l'avez en grand, surtout pour la dernière performance. Et donc là, je vais vous présenter un autre artiste qui c'est un ami aussi. Donc, c'est vrai que cette soirée de webinaire, ça s'est fait vraiment avec des collègues, des amis, des artistes. On a beaucoup de chance, d'ailleurs. Et donc, je vais vous présenter Maxime Potard, qui est Maxime Potard, après 3 ans au Conservatoire de Bordeaux, avec Tchekhov et Racine, vient à Aix-en-Provence pour faire la compagnie d'entraînement de théâtre des ateliers. Il comprend que ce qu'il aime, c'est la poésie contemporaine. C'est prendre pour un peintre qui crée des grandes fresques sonores, qui joue dans son salon, derrière des pupitres, puis sur des podiums rétroéclairés, et puis maintenant en dansant aussi. Cofondateur de Muerto Coco en 2012, il organise des événements à travers lesquels défend que les systèmes normatifs de ce monde ont bien assez duré comme ça. Et puis non, ce n'est pas un sujet qui va ou devrait passer des modes. Ben non. Et c'est en relation à ça justement que Maxime va nous présenter, va nous parler, je pense, sur son processus de création, un travail qu'il est en train d'entamer en ce moment. Mais voilà, je te laisse, Maxime, la parole pour présenter un peu. Euh, Quand j'étais petite et que je jouais au foot, on me traitait de garçon manqué. Et je ne sais pas si ça voulait dire aussi que j'étais manqué comme fille, parce que ça ne se disait pas fille manquée, comme si de toutes les façons c'était normal d'essayer d'être un garçon, de le vouloir, et que presque vouloir et manquer d'être une fille, c'était pas possible. Et je suis sûr que tout ça, c'est à cause des types comme Galien, Platon ou Aristote, qui considéraient les femmes comme des masculum imperfectus, des mâles imparfaits, dégénérés par manque de virilité, ce qui justifiait en inventant des trucs chelous sur la bile noire, l'humidité et le flegme. Et en fait, le flegme, c'est un genre de glaire. Genre, les mecs, ils étaient là dans leur bureau, plein de mosaïques de type à poil, à comparer des crachats de femmes et d'hommes alignés sur des coupelles et à dire ouais, le crachat féminin, franchement, il est imparfait. On voit bien qu'il manque un truc dedans, un truc viril, solide, dur. Et c'est ce qui me fait penser qu'en fait, c'est peut-être Aristote qui a inventé l'expression garçon manqué dans sa cour d'école, sans doute parce qu'il s'est fait battre au foot par une fille. Et
Et donc, à l'école, les garçons étaient des garçons avec leur team garçons et les filles, des filles avec leur team filles. Et celles qui voulaient jouer au foot avec la team garçon, elles étaient manquées comme garçons. Et c'était déjà un peu quelque chose, mais c'était déjà une reconnaissance bizarre et dégueulasse. Genre, tu y étais presque et raté. Tout le monde ne peut pas être un garçon. Mais je m'en foutais bien d'être autre chose que dans le présent, même si je kiffais grave mettre une branlée au mec sur le terrain en jupe à volant vert et souliers vernis, et même que je me faisais engueuler à rayer mes chaussures et revenir toute salie à la maison avec un trou dans le collant. Mais le garçon avec qui je jouais au foot et à qui j'avais écrit ma première lettre d'amour n'était pas amoureux de moi parce que j'étais un peu dans la team garçon et pas assez complètement, totalement dans la team fille. Et qu'en plus, des fois, je le battais au foot. Et s'il y a bien un truc que j'ai toujours adoré, c'est de battre un garçon sur le terrain. Mais c'est pas trop réciproque en général. Et je peux comprendre parce que je suis mauvaise perdante, moi aussi, mais quand même, c'était un couillon. Et à l'école, ça allait encore, je pouvais me balader d'une team à l'autre. Mais après, avec la venue des hormones, ça a été corporate, quoi. Tu choisis ta team et t'en sors plus. Si tu veux encore jouer au foot, tu te prendras des ballons dans la tête et on soulèvera ta jupe pour voir dessous. Mais moi, c'est toute la moitié de mon corps qui est garçon. La moitié de mon corps, mais mélangée. Pas dans l'ordre, je veux dire pas la moitié haute ou basse ou droite ou gauche. C'est pas comme si j'étais un garçon du ventre aux pieds ou du nombril à la tête, ou qu'un de mes bras était garçon et l'autre pas. Non, c'est plutôt que j'ai une cellule complètement, totalement garçon et une cellule complètement, totalement fille, et une cellule garçon et une cellule fille, et ça en alternance pour toutes mes cellules. Et il y en a des trillions, j'ai compté et je les ai regardés. La moitié a du fard à joues et du sang entre les cuisses, et l'autre moitié de la moutarde dans sa barbe et des couilles qui pendouillent. Et ça en alternance infinie. Cuisses, barbe, couilles, fard, moutarde, sang, comme ça, comme sur un plateau d'échecs. Il y a les cases noires et les pas noires, mais ce serait vraiment un très grand plateau d'échecs, oui, relativement infini, vu à l'échelle d'une cellule, et sur lequel se baladeraient mes pions et mes figures, moyens d'action avec le monde. Bonjour, j'avance prudemment d'une case dans le monde. Qui tu es? C'est mon coup, je suis sur la team garçon. Je m'appelle Annabelle, je recule de 3 sur la team fille. Je m'appelle Maxime, je vais de biais, je saute par-dessus et j'avance ma reine pour protéger mon roi. Je suis toutes les cases et les autres joueurs sont trop loin. Bonsoir. Moi, je m'appelle Maxime. Comme l'a dit Léo, je travaille depuis une dizaine d'années sur la poésie contemporaine. Par contemporaine, je veux dire écrite par des auteurs vivants. Et donc, depuis l'origine de la compagnie que j'ai co-créée, on s'attache toujours à commencer par de la poésie textuelle, qui ensuite devient sonore par un traitement à nous, et qui ensuite prend sa place dans un espace qu'on invente pour chaque projet. Donc au final, on a peu joué dans des théâtres depuis la création de la compagnie, dans des espaces non dédiés, dans l'espace public. Et après des années en travail de collectif, là, on est arrivé à un moment de notre vie de compagnie dans laquelle on a eu envie chacun de rentrer dans des écritures personnelles et de démarrer un projet intime et personnel. Et du coup, moi, je me suis demandé, un soir sur mon canapé, je me suis dit, bon, oui, j'ai envie, mais de quoi j'ai envie de parler? Et le premier mot qui m'a sauté, qui a sauté dans mon cerveau comme ça a été le mot virilité. Moi-même, je n'ai pas très bien compris pourquoi ce mot-là plutôt qu'un autre. En tout cas, par rapport à ma construction en tant que jeune homme. Ça a été un mot qui a fait figure d'épouvantail un peu. Et j'ai compris que ce mot-là m'a sauté dans le cerveau justement parce que, en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et que je me suis rendu compte que c'est un mot, un concept dont on pointe l'absence, qu'on nomme toujours plus en creux qu'en plein. C'est-à-dire, j'ai peu souvent entendu ça c'est viril, lui il est viril, ça l'est pas, mais par contre, j'ai remarqué qu'on nommait souvent l'absence de virilité chez quelqu'un, ce qui était le cas moi quand j'étais en train de grandir. Du coup, je me suis vraiment demandé, mais c'est quoi cette chose que je n'ai pas, que les autres ont l'air d'avoir, mais chez les autres, on n'est pas capable de la nommer non plus, donc je ne la vois pas vraiment, ou je vois vaguement, c'est une espèce de boule un peu informe comme ça, mais que je ne comprends pas très bien. Donc, j'ai décidé de tirer ce fil-là et de m'accrocher, de passer ce mot-là sur le grill,
Donc j'ai commencé par aller dans la rue, en fait, et à demander autour de moi, à Marseille, là où j'habite, à des gens dans la rue ou à des terrasses de café. Donc c'était pré-Covid, c'était juste avant que le Covid nous tape dessus. J'ai demandé aux gens simplement, est-ce que tu peux me dire ce que c'est la virilité, en un mot, et puis après en 3 mots, et puis après en autant de mots que tu veux. Et voilà, j'ai vraiment tenté de prendre la posture la plus candide possible. J'ai un peu joué au con, mais j'ai toujours prévenu les gens que je jouais au con en demandant je ne sais pas ce que c'est. En vrai, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que c'est. Mais c'est ça c'est le chemin de cette création. Et je pense que je ne saurais pas au bout, mais c'est ce chemin-là qui fait la création que je suis en train de faire. Et donc, j'ai recueilli beaucoup de paroles, d'abord dans la rue et puis un peu autour de moi. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, si je joue ce jeu-là d'être une sorte de martien ou autre qui débarque et qui demande c'est quoi cette chose, bah, voyons ce qu'on va lui répondre. Et j'avais envie de partir du postulat que peut-être la définition concrète d'un terme, c'est pas la définition qu'il y a dans le dictionnaire, mais c'est une sorte de photo écrite, de photo faite avec des mots, de l'ensemble des imaginaires de chacune des personnes qui composent le monde. Alors là, quand on parle du langage, en l'occurrence du terme virilité, c'est un peu compliqué parce que c'est une notion qui peut avoir des valeurs différentes et qui n'a pas forcément d'équivalent dans tous les pays du monde. Donc très vite, c'est posé la question pour moi de à quel endroit je me fixe, à quoi je m'arrête. Donc j'ai commencé par me dire, bon, ben, je vais m'occuper de ce qui est autour de moi. Donc la frontière que j'ai délimitée, c'est la France. Et donc du coup, voilà, c'est un projet qui se construit à partir de plusieurs écritures. Il y a cette première écriture-là, qui est faite d'entretiens avec des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas dans la rue, avec des ateliers aussi. Je vais faire bientôt dans des écoles, des collèges, des lycées, en prison, avec des leaders aussi, avec des écoles de commerce, avec des EHPAD. Bon, là, j'essaye, tant bien que mal, sans pouvoir prétendre à l'exhaustivité sur cette recherche-là, mais en tout cas de diversifier un maximum, de poser ce mot-là devant un maximum de personnes qui soient de catégorie sociale le plus vaste possible, pour essayer de prendre cette photo faite avec des mots, en gros, et d'essayer de la regarder. Donc ce spectacle, ça va être ça. Ça va être une espèce de restitution orale de cette photo, et ça va être un peu mon regard dessus. Donc il y a aussi mon écriture qui va s'insérer dans les témoignages des autres. Une écriture donc qui part de mon enfance jusqu'à cette recherche elle-même. Je vais vous lire une toute petite sélection de quelques témoignages que j'ai recueillis, qui étaient ceux que j'ai recueillis il y a 2 ans maintenant, plutôt dans la rue. Ça, c'était uniquement des témoignages de rue. Ça, c'était la virilité en autant de mots que tu veux. Et donc, c'est quelques réponses que j'ai eues. C'est... je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas, là, c'est comme ça, là, c'est très... c'est marrant, tiens, je... Ah, je saurais pas trop dire, en fait. Attends, c'est hyper dur ce que tu me demandes, là. T'écris ça, là? Tu notes ça? Ok, d'accord. Eh ben, c'est des poils. C'est un qualificatif. C'est un concept. C'est un homme. C'est une attitude. C'est une pompe à vélo. Ouais, je sais pas, j'ai pensé à ça, là. C'est une façon de voir qu'on est quelqu'un.
C'est l'inverse de féminin, féminé. C'est uniquement pour les hommes. Je sais pas. Le mâle, c'est le qualificatif de l'humain mâle, qui veut dire masculin. C'est l'instinct de protection. Tu dois protéger le féminin et l'enfant. Voilà, le mot table, ça désigne ça. Et ben, virilité, ça désigne. Je sais pas, je vois pilosité avec virilité, mais cela dit, les femmes ont des cheveux et des poils aussi. Non, je sais pas, sincèrement, ça me dit rien, quoi. C'est loin de moi. C'est quelqu'un qui est respecté et respectable. C'est comme une extension de l'acte sexuel, en fait. C'est une attitude, en fait. C'est pas lié au sexe, c'est lié à la confiance en soi. On peut pas être introverti. La personne, elle s'affirme avec son sexe, mais il peut y avoir des timides virils. Mais c'est un peu imposer son caractère, en fait, un côté rude. C'est l'homme qui doit dégager toute forme de féminité. Tiens, Jess, il est viril. Mais d'où il est viril, Jess? Jess, il a des cuisses de poulet, quoi. Chicken legs. Non, mais tu vois, en fait, viril, c'est quelqu'un qui assume tout ce qu'il fait. C'est aller de l'avant, d'un pas sûr. Non, mais Jess, quand il arrive, je suis là, mais putain, fais chier. C'est pas parce qu'il mange des entrecôtes qu'il est viril. Je veux dire, c'est bon, non, mais le mec, il met des photos de lui sur Facebook, de lui avec des couteaux et des steaks. Et c'est même pas pour faire de la pub pour sa boucherie, tu vois. C'est pas de la com, non. C'est juste que le mec, il trouve ça trop cool pour son image. Non, désolé, c'est au nombre de meufs que tu lèves. S'il y a 2 valises de déguisement, la virilité, c'est une des 2 valises. C'est tout. Ah ouais, ah ouais, je savais pas que la virilité, ça impliquait tout ça, l'héroïsme, tout ça. C'est d'une ironie. À New York, une pote me disait, en fait, ça y est, c'est déjà has-been la misandrie, c'est bon. On peut être qui on veut, enfin, on peut être viril. Enfin, les hommes sont plus obligés de prouver qu'ils sont pas trop virils pour prouver qu'ils sont cool. Tu vois, je me suis toujours demandé, moi, c'est quoi ce truc qu'on supporte pas de voir absent chez un homme? Ou alors qu'on accepte, mais que du coup, on trouve risible un peu, ou qui doit toujours être pittoresque, quoi. C'est ce qui fait que tu es un homme, enfin, c'est ce qui fait que tu montres que tu es un homme. C'est les signes extérieurs qui te définissent en tant que genre homme. C'est ta musculature, l'endroit où tu stockes tes graisses, ta pilosité, malheureusement ta calvitie. Attends, non, non, je réalise que je te réponds trop vite là. Tu vois, moi j'appelle ça le paradoxe de Hugh Jackman. Tu vois, il y a Hugh Jackman en Wolverine dans les X-Men et Hugh Jackman en couverture des magazines. Et un homme, il veut voir un autre homme hyper viril et sauvage comme Wolverine, alors qu'une femme, elle veut le voir en couverture d'un magazine avec un petit pull en cachemire sur les poils qui dépassent parce qu'elle, elle veut voir le père de ses enfants. Mon père, tu vois, il n'est pas viril, il ne se définit pas socialement par sa force et son pouvoir, ou alors s'il le fait, c'est la loose totale, quoi. Mais les hommes, oui, les hommes et les perruques. Mais là, les perruques, ça, c'est très 18e, les jupes, les talonnettes, et puis cette façon de se poudrer le nez comme ça, c'est très 18e. C'est la virilité du 18e. C'est très Égypte antique, tu vois, les jupes, le mascara, c'est très virilité de l'Égypte antique. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces quelques échantillons. Donc voilà, c'est une écriture qui est en cours. Là, actuellement, je recueille encore beaucoup de témoignages. Je démarre ces ateliers. Il y a des témoignages que je compte restituer tels quels, dans un travail qui se veut le plus fidèle possible à la personne que j'ai interviewée. Et il y a certains témoignages qui me servent de base d'écriture. Et ensuite, il y a mon écriture aussi. Là, comme je suis encore on va dire, que jusqu'à maintenant, j'ai été en ouverture quant à la récolte de la matière. J'ai aussi proposé à des poétesses avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres spectacles d'écrire pour moi. Donc, le premier texte que je vous ai dit au tout début, c'est un texte que m'a envoyé Annabelle Verrag, qui est une amie poétesse et performeuse de Marseille, qui performe elle-même ses propres textes aussi. Je ne sais pas, au final, si la matière des poétesses qui m'ont proposé des choses va se retrouver dans le montage final, dans la composition de ce poème, qui va être un poème en forme de pensée qui se cherche, en fait, qui part d'une question de base et qui avance en demandant autour de soi c'est quoi cette chose, et d'aller-retour entre la parole des autres, un journal de bord, entre de la recherche plus ou moins académique aussi, étant donné que je lis beaucoup sur le sujet et sur l'histoire de ce mythe-là de la virilité. Donc voilà, ça c'est pour la partie écriture. Et ensuite, très vite, je me suis très vite demandé
comment j'allais pouvoir faire vivre ce poème-là. Et la question, j'ai dû y répondre très vite parce que j'ai fait le choix de présenter tout de suite des rendus de recherche au fur et à mesure que la matière s'accumule, donc de faire des performances dans lesquelles je me mets en scène avec cette matière texte-là et avec la diction de ce poème-là. Et alors que ce n'était pas dans mon habitude depuis une dizaine d'années dans ce collectif, là je me suis dit je ne peux pas faire l'impasse sur le corps et je ne peux pas ne pas utiliser mon propre corps comme réceptacle et comme support de cette parole-là et de ce travail de projection-là, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, je pense, sur cette création, c'est le regard autrui, que tout le monde pose sur les autres corps à l'endroit de cette question-là, c'est-à-dire de la performance du genre et là, en l'occurrence, de la virilité. Donc, du coup, je danse. Et puis, il y a aussi le fait que danser, c'est quelque chose que je fais beaucoup en public, mais aussi seul. Et comment dire, j'ai eu un peu la folie de croire que ce que je pouvais faire dans mon salon, enfin ce que je peux ressentir en dansant dans mon salon, qu'il se passe quelque chose dans ces instants-là qui est partageable en fait. Il y a cette question-là qui sous-tend aussi tout ce travail, c'est-à-dire l'espace intime et l'espace public et l'écart énorme qu'il y a entre ces deux espaces-là. Il y a aussi le fait que depuis 3 ans, j'ai découvert une danse qui s'appelle le walking, que je pratique, qui est une danse, alors pour essayer de parler rapidement de cette danse, parce que ça prendrait beaucoup de temps d'en parler vraiment bien, mais j'ai essayé d'en parler vite. C'est une danse qui est cousine du voguing. Alors le voguing, je le présente moins parce qu'il est plus passé dans la sphère mainstream aujourd'hui, mais le walking est encore un peu caché pour l'instant. Le walking, c'est un peu le cousin du voguing, mais qui vient donc pas de New York comme le voguing, mais de Los Angeles, et qui a été créé et porté par la communauté afro-américaine homosexuelle. C'est une danse sociale, c'est une danse de club qui se danse plutôt seule. Et qui est... je vais vous en montrer, en fait, parce que j'ai quand même préparé une vidéo. Je vais vous en montrer un peu et on va en parler ensuite. Est-ce que je peux partager l'écran, Léo? Oui. Alors. Je pense que tu dois pouvoir le faire tout seul. J'ai l'impression que je peux. Hop. Alors. Donc là, je vais vous montrer un battle de voguing. Compliqué. Pourtant, je l'avais chargé à l'avance. Mais sinon, ce qu'on peut faire, Maxime, parce que de toute façon... Attends. Okay. Alors, tu m'entends, Maxime? Oui, je t'entends, ouais. Ce que je te propose, c'est en tout cas, si tu peux partager dans le chat pour tout le monde le link, comme Oui. ça les gens peuvent le regarder, parce que quand même, on a pas mal mordu déjà sur le temps. Ok, j'ai déjà dépassé? Oh oui. Ok, alors je vais me dépêcher. Déjà, Céline un peu, et toi aussi, donc on est comme ça, on passe à la performance. Mais par contre, ce que ça m'intéresserait, c'est si tu peux partager le link de cette vidéo sur le chat, comme ça les gens peuvent le regarder et peuvent le copier.
Bien sûr. Alors attends, par contre, Faut que tu arrêtes de partager. l'écran Zoom a disparu. Ah voilà, j'arrête de partager. C'est bon. Exactly. Ok. Voilà. Et par contre, après, ce que je t'invite à faire, c'est que, voilà, si tu peux Mais alors, je le mets pas pour copier conférencier, je le mets pour pour conférencier tout le et monde. participants. Exact. Et comme ça, on a tous Voilà, le link c'est fait. de cette vidéo. Et j'invite aux spectateurs qui veulent regarder voilà, la vidéo de Maxime. Voilà. Ben, merci Maxime. Et justement, c'était encore une fois l'idée de questionnement du corps. Et là, on travaille sur la virilité. Donc, ça me paraît assez intéressant de présenter ces projets. De toute façon, Maxime reste avec nous. S'il y a des questions après, on peut développer aussi. Céline, il n'est pas loin. Et là, je vais vous présenter Julie Houbard, qui est une comédienne et performance de Rennes, qui se forme au Conservatoire de Montpellier, puis un master art du spectacle à Paul Valéry, ainsi qu'un postgrado de langage sensoriel, poétique du jeu. Je fais une version rapide comme ça. Et Edwin Alter, qui est comédien et metteur en scène aussi à Rennes. Il se forme au Conservatoire de Montpellier, en classe préparatoire d'art dramatique. Il obtient un master en art du spectacle à l'université Paul Valéry. Puis en 2018 et 2020, il se forme à la mise en scène à la Manufacture, Haute École des Arts de la Scène à Lausanne, en Suisse. Et il collabore actuellement avec plusieurs compagnies émergentes rennaises, comme la 52 Hertz, la Compagnie de la Lande et la Compagnie Vesta. Et que Julie et Edwin, ils sont aussi de nouveau embarqués. Ils s'embarquent depuis très peu avec l'aventure des Orly, donc ils vont commencer à organiser l'Orly à Rennes. Et donc aujourd'hui, ils vont nous présenter une performance qu'ils font en direct via Zoom. Donc c'était aussi juste un événement qui a été proposé en relation à la pandémie. Donc on s'est posé la question de comment on pouvait continuer à créer par ces moyens, avec ces nouveaux outils. Et la création, elle continue à survivre. Donc je laisse à Edwin et Julie, quand vous voulez, prendre la relève avec votre performance. Est-ce qu'ils sont toujours là? Ben, je vais continuer à parler. Ah, ils arrivent. Je vous laisse avec Julie et Edwin. Ah, voilà, c'est là. C'est le cadre. Bah écoute, Hmm. Non, mais note, hein, oui, essaye, hein. faut essayer, quoi. À l'usage, à l'usage. Ok, bah écoute, est-ce que je peux juste... Oui, Ouais, oui, comme ça, oui. Non. Oui, alors voilà, tout de suite, là, tu vois. Bon. Ok. Ouais, on n'a pas trop de... Mais bon. Ah non, bah écoute, bon, voilà. Écoute, on voit, Oui. on essaye, on avise et puis on voit comment ça se passe. Carrément. On a combien de temps? On a 10 minutes. Oui. 10 minutes, 10 minutes c'est bien. J'aimerais bien qu'on soit proche. Mais on est proche. Oui, on est proche. Je veux dire, d'accord, on est proche, mais je sais pas, je veux dire proche, proche d'une autre façon, vraiment proche, tu vois. Oui, on est proche, mais on n'est pas proche. Mais on est proche. Oui, je sais, mais je veux dire, je sais pas, je veux dire proche autrement. Autrement, tu vois. Tu veux dire que tu voudrais qu'on couche ensemble? Non. Enfin, je sais pas. Bah écoute, je vois pas ce que tu veux dire par proche. Mais proche, justement. Mais proche comment? Proche. 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 Oui, proche, voilà, justement. Pas proche, mais proche.
Bah, je suis désolée, mais proche, c'est trop abstrait. Proche. Oui, proche, pour moi, proche, c'est trop abstrait. Proche, c'est trop abstrait. Oui, proche, c'est trop abstrait. Proche, c'est trop abstrait. Proche, c'est... Julie, tu m'entends? Ah, ça a coupé. Julie? Ah, ça m'énerve, ça fait tout le temps. 48e jour de confinement. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais un poisson, un combattant, une combattante, du coup. Je sais pas, bref. Et j'étais dans un aquarium plongé dans le noir, dans une maison abandonnée. Je savais que les habitants étaient partis et qu'ils ne reviendraient pas. Et j'étais dans cet aquarium, j'étais toute seule. Non, je n'étais pas toute seule. J'étais avec un petit poisson rouge qui me tournait autour constamment. Il ne s'arrêtait pas de me tourner autour et de temps en temps, il me donnait des petits coups de nageoire comme ça, des petits taquets. Et il ne s'arrêtait pas, ça l'amusait. Et j'étais donc là, dans cet aquarium, à voir le temps qui passait. Et je nageais dans ma merde et dans la merde de ce petit poisson-là. Et j'ai réalisé que ça allait être comme ça pour toujours. J'ai su que ça allait être comme ça pour toujours. Alors, je me suis mise à pleurer. Je ne sais même pas si ça pleure, un poisson. Bah non, ça pleure pas un poisson. Mais t'es con, toi, tu sors de là, tu sors de là. Mais t'es débile ou quoi? Ah, ça va, c'est quoi ton problème? Mais ça va pas. Mais ça, mon ordinateur, mais t'es vraiment trop con. Mais ça va. Tu sors, mon ordinateur, tu sors de là. Tu sors, tu te casses. Tu sors, mais c'est pas vrai, t'es quoi, mais t'as tout mouillé. Tu sors. Qu'est-ce que tu fous là? Mais je voulais aller à la piscine avec toi. Ouais, bah fallait le dire. Oui, bah voilà. Allez, vas-y, plonge. Attends, tu fais les Jeux Olympiques. D'accord. Oh là 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 là! Mais est-ce que c'est bien Philippe Dutronc qu'on voit plonger comme ça dans la piscine avec autant de ferveur? Mais regardez-moi ces bras de fer, ces mains de fer qui transpercent l'eau. Oh là là, ce demi-tour contrôlé à la perfection! Regardez ce corps, ce corps athlétique, regardez comme il nage vite! Oh là 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 là, mais quelle vitesse, c'est une fusée! Mais il a gagné la Coupe d'Or du monde! Bravo! Regardez-moi ce corps, cette musculature et cette vélocité! En fait, moi, j'aimerais bien que la prochaine fois, on fasse ça avec des bassines d'eau, tu vois. C'est vraiment cool. Bah si, parce que ça fait fleur, tu vois. Ça fait fleur, ok. Mais attention. Pourquoi t'as l'air triste? Parce que tu me parles avec des mots, que moi je te regarde avec des sentiments. On peut jamais avoir de conversation avec toi. T'as jamais d'idées, toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai. Il y a des idées derrière les sentiments. Bon. On va essayer d'avoir une conversation sérieuse, toi et moi. Tu vas me dire ce que t'aimes, ce que t'as envie. Et la même chose pour moi. Allez, vas-y, commence. Les fleurs, les animaux, le bleu du ciel, le bruit de la musique. Je sais pas moi, tout. Et toi? L'ambition, l'espoir, le mouvement des choses, les accidents. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore, moi. Tout.
Tu vois, j'avais raison il y a 5 ans. On se comprend jamais. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information, dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Dans le voyage, et le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Il restera la mer quand même, les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera. J'ai tellement grincé des dents, je voulais partir et m'échapper dans un lagon abandonné. Le lagon rouge sang, il n'y a plus que des fonds d'écran. Je n'ai nulle part où me barrer, je vais faire la fête à en crever. Super, c'était Julie et Edwin. Merci, merci Julie et Edwin de cette performance qui a été faite en direct, donc tout est en direct. Est-ce que Julie et Edwin, vous êtes là, on peut vous voir en vrai? Ouais. Est-ce que vous voulez? Alors, on a évidemment mordu du temps, mais alors il faut que tu arrêtes de partager sur ton ordi. Voilà. Ok. Voilà. Yes. Alors, j'ai Julie, ton partage descend toujours. Voilà. C'est bon.
C'est bon. Est-ce que vous pouvez rapidement nous, ou bien, alors, parce on a quand même bien mordu sous le temps, donc Oh, il ça est, bug. Ouais. ça bug, On est- ça bug chez vous. Bah, nous, Attends, on a un problème de connexion, je vois ça, je vois ça. donc on essaye de trouver un endroit où on n'a pas de problème de connexion. Mais là où vous étiez tout à l'heure, c'est bien. Ah, ben voilà, c'est parfait avec les plantes. C'est ça que c'est bien. Super. Ah, alors, déjà, parce que je vais profiter c'est bon. aussi si Maxime et Céline veulent se connecter, et puisque comme on a pas mal mordu sous le temps, je ne sais pas si, voilà, s'il y a des questions. Nous avons quelques spectateurs, pas beaucoup, et ils sont là. Donc, on propose aux spectateurs, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas sur le chat. Il y a Louis qui nous va dire, si vous avez des questions, vous pouvez dire, ou bien pour Céline qui a expliqué sur l'Orly, les projets d'Orly Tunisie, ou bien pour Maxime sur cette prochaine création, ou bien sur la performance des Julie et Edwin. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Mais sinon, déjà, Julie, entre-temps, Julie et Edwin, vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience pour vous, comment c'est passé, comment est-ce que c'est venu cette idée. Oui, bah alors ça commence parce que tu nous proposes donc, de participer à un hors-ligne, qui est donc un hors-lit en ligne, parce que couvre-feu et impossibilité de se voir en vrai. Donc, première contrainte, voilà. Et nous, on n'avait jamais fait ça. Donc, on était à la fois très curieux et en même temps un peu inquiets. On ne savait pas trop par quel bout le prendre. Mais on avait très envie d'essayer. Et en fait, très vite, voilà, cette contrainte par Zoom, enfin de le faire par Zoom, et donc de cet écran d'ordinateur interposé entre nous et les spectateurs, et l'écran d'ordinateur comme notre espace de travail. On a commencé à chercher autour de ça et à très vite prendre en compte la contrainte aussi de temps. Et donc ces 10 minutes-là, et en fait ça a été notre titre, voilà, parce qu'on est parti de cette contrainte-là. Et qu'est-ce que tu veux dire? Oui, du coup, quand tu nous as proposé ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça derrière un ordinateur? Est-ce qu'on fait ça derrière un téléphone? Est-ce qu'on met plusieurs ordinateurs, plusieurs téléphones? Mais on ne sait pas comment ça fonctionne, du coup, ça va être galère. Puis la connexion, si on est plusieurs sur la connexion, ça ne marche pas très bien. Bref, du coup, on s'est dit peut-être on pourrait aller dehors et re-rentrer, mais connexion, pareil, toujours un peu compliqué. Et on avait eu et couvre-feu. Et on s'est dit, est-ce qu'on va... de quoi est-ce qu'on a envie de parler? Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, tout ce qu'on abordait, toutes les tentatives qu'on abordait, elles étaient liées quasiment directement à notre expérience de ce qu'on vivait tous et toutes en ce moment. La situation de confinement. Et on s'est demandé si on n'allait pas aller danser dehors après le couvre-feu. Et puis comme il y avait un petit peu d'argent pendant les hors-lignes, on s'est dit peut-être ça pourrait payer notre amende, on ne sait pas. Enfin, on est vraiment parti dans plein d'idées avec ce cadre hyper restreint qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir. Et finalement, on s'est quand même aussi restreint nous-mêmes, on s'est imposé le cadre du plan fixe, quoi. Voilà, comme ça, et on s'est dit, à partir de là, on a commencé à travailler devant notre ordi, à faire des impros et à lancer de la matière donc, à partir du confinement aussi. Et de fil en aiguille, ça s'est créé. Et voilà, on est parti de cette idée que on est confiné avec vous pendant 10 minutes, mais que ça peut être aussi des mois, des années, enfin voilà. La temporalité est un peu incertaine. Et on a vraiment voulu jouer justement avec le cadre et avec commencer. Enfin, par exemple, la première, on est vraiment confiné dedans, on est emprisonné, on ne peut pas dépasser du cadre. La deuxième, on a vraiment joué sur le côté Zoom, enfin la discussion Zoom. La troisième, c'était plus une confidence, mais très vite, on sortait du cadre pour faire exister tout un hors-champ et une dimension plus enfantine avec un peu une esthétique à la Gondry, entre guillemets.
4e, c'est un clin d'œil au cinéma Nouvelle Vague, Godard et tout ça. Et 5e, c'est plus voilà, sur un texte, une interview de Marguerite Duras qui projette l'avenir dans les années 80. Elle parle du tout numérique, déjà, des années 2000. Donc là, on y est. Voilà. Et c'était l'idée de venir saturer le cadre petit à petit, de faire disparaître aussi l'humain derrière tout ça. Il y a Vanessa qui demande dans les commentaires de dire quelques mots sur la dernière performance avec les plantes. Mais du coup, Edwin il a commencé à répondre avec cette interview de Marguerite Duras et aussi la notion de l'aquarium. Alors, on espère que ça s'est un petit peu vu parce qu'on était content de nos effets. Mais ouais, du coup, ça faisait un peu écho au rêve qui avait été évoqué juste avant de cet aquarium, de l'enfermement, de l'écho aussi avec Marguerite Duras et du coup enfermé avec des écrans et ça faisait un beau petit résumé de ce qu'on avait pu traverser nous aussi. Mais en même temps, ça part aussi un peu de l'autre côté de cette image. Il y a aussi tout bêtement, moi j'ai découvert une passion plante pendant le confinement. Voilà, du coup, on a pris soin de plein de plantes. Et c'est aussi tout d'un coup ce végétal qui envahit un écran numérique. Qu'est-ce que ça vient frotter? Et puis ouais, c'est aussi ce foisonnement un peu muet aussi qui peut apparaître, qu'on a pu vivre aussi pendant notre confinement, de voir germer aussi d'autres choses, être pris dans des ramifications différentes. Voilà, c'est un peu tout ça, c'était assez trouble. Mais... Eh ben, rien. Merci. La réponse. Oui. Mais, et je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est les quelques dernières minutes qu'on est ensemble. Donc, à chaque fois, moi, ça m'intéresse aussi de voir comment on peut partager aussi des démarches d'artistes. Et pour moi, la conclusion aussi de toute l'année dernière qui me dépassait et de toutes ces propositions que vous voyez autant Selim, Selim, il est plus sur une question de crise pays, sociale, financière, où la création, on trouve aussi des nouveaux moyens d'arriver, aussi sur un paysage politique très particulier. Maxime qui fait une création justement, et là on est vraiment sur les questions du corps et sur la question du genre et comment on trouve d'autres façons d'aborder les gens, d'aborder les questions, de faire du témoignage. Ou bien Julie, et bon, justement là pour moi c'est clairement, en plus on avait parlé avec Julie et Edwin, moi ce que j'avais proposé vraiment c'était de voir comment cet outil de crise, cet outil qu'on a découvert tous de la pandémie, c'était le Zoom, tu vois, que ça a été un nouveau outil qui a été un peu démocratisé partout, et comment ça pourrait devenir aussi un outil créatif. Et pour moi, la performance, elle parle clairement de ça. Ça a été, pour moi, c'est fou comment est-ce que vous avez utilisé. Et justement, ce que j'adore, c'est comment vous avez resté sous les cadres Zoom avec très peu de moyens. En fait, vraiment, c'est votre pouvoir de créativité, il a été poussé, mais donc ça a été, ça, j'ai trouvé ça super. Donc, comment à chaque fois on pousse les situations à créer de nouvelles façons, à imaginer de nouvelles formes de créer. C'est nous, par rapport à ça, c'est vraiment à partir du moment où on s'est dit, on prend l'ordinateur et on le laisse là et on a ça, cet espace-là de jeu et c'est tout. Et la lampe et les plantes, et ce qu'on a sous la main, c'est à partir de ce moment-là qu'on a été, les idées sont arrivées et qu'on a pu créer. On a eu vraiment plein d'idées. C'est à partir de ce moment-là, c'est vraiment parti. Oui, on a un peu découvert l'outil. Ouais, c'est ça. On a quoi? On a tiré la roulette. On a découvert l'outil. Et aussi, je voulais peut-être dire qu'on n'avait pas envie de ne pas parler du Covid parce qu'on voulait, enfin de la situation en tout cas, parce qu'on avait envie de lier vraiment le format web à justement cet instant de crise-là et pas le déconnecter totalement. C'était important pour nous, on n'avait pas envie de... On a essayé de faire du théâtre classique, par exemple, par Zoom, ça ne marchait pas du tout. Enfin, voilà, on a essayé d'autres trucs, mais ça avait moins de sens aussi pour nous. Voilà. Bon, super.
Et Maxime, Célim, est-ce que vous voulez... Voilà, un bon moment. Merci Vanessa, que tu es là, hein, que tu n'es pas en train de regarder le match de foot. C'est très bien, c'est top. Vanessa qui nous aime beaucoup le concept Orly et Maxime était top aussi. Bravo Maxime, et bravo Maxime pour tes textes et pour comment tu as présenté la pièce. Merci Célim aussi Absolument. sincèrement, mais tout le boulot que tu fais en Tunisie quand même. Et quand même, c'est assez hallucinant. Moi, je sais que ça bosse dur. On a tous envie d'aller. On peut retourner quand tu veux, hein. Il n'y a pas de Avec problème. plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Je ne sais pas, lui, si tu veux ajouter quelque chose ou tu as une question encore, si tu es toujours avec nous. Oui, 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 bien sûr. Je suis toujours avec- merci, merci à vous et merci du coup pour les commentaires, les questions des participantes qui sont du coup surtout des femmes ce soir. Et c'était chouette de voir. Après, sur le côté contrainte, je me posais la question par rapport à ta création, Maxime, au niveau, parce que c'était un peu le lien aussi avec le corps en crise sur la contrainte comme stratégie de création. Là, depuis le début que tu as commencé, du coup, depuis 2 ans, c'est quoi le moment le plus contraignant pour toi? Ou qui c'est à la fois contraignant et qui a pu être du coup un obstacle que tu as pu contourner ou pas de manière différente ou pas? Maxime, Je dirais que ce qui m'a le plus, l'obstacle le plus contraignant que j'ai pas encore passé, que je cherche à passer, c'est parfois la barrière de la langue ou une sorte de barrière culturelle. Parce que quand j'ai commencé mes entretiens dans la rue, selon les quartiers de Marseille dans lesquels j'allais, il y a certains endroits où les gens me répondaient « je ne comprends pas ce mot ». C'est des personnes qui parlent français mais qui ne maîtrisent pas peut-être toutes les subtilités du français et qui me disaient bah, le mot virilité, ça veut dire quoi? Et du coup, je ne pouvais pas moi leur dire, sinon ça annulait tout le processus. Donc du coup, ça, ouais, je suis tombé un peu face à un truc dont je ne sais pas quoi faire parce que j'ai envie, comme je disais, pas de prétendre à l'exhaustivité, mais de m'en rapprocher autant que possible sur mon pays. Et ça, ouais, c'est une contrainte avec laquelle je ne sais pas encore comment faire, mais je commence à trouver des solutions qui vont s'inscrire plus dans la longueur. Donc, je commence à me mettre en lien avec des centres sociaux, des assos qui sont dans des quartiers de Marseille qui sont moins les miens et avec lesquels je vais prendre plus de temps pour voir comment je contourne ça. et après, si je peux ajouter quelque chose, c'est justement pareil, je partage un petit peu le processus de création avec Maxime et je vois un peu comment ça va venir. C'est que pour le moment, on n'a pas pu entamer vraiment le travail d'atelier, mais le jour où on va se retrouver dans une prison à parler sur la question de la virilité, ben là, on va retrouver des vraies contraintes. Et donc, évidemment, l'idée, je pense que c'est un peu le plus de la démarche de Maxime, c'est d'aller à des endroits qui ne sont pas évidents. Par exemple, dans un collège, pareil, aborder la notion de virilité dans un collège avec des adolescents ou avec des hommes qui sont en prison. J'espère tu vas nous raconter, on va voir un peu en quoi ça mais c'est justement tout ça aussi que c'est intéressant aussi à ce niveau des contraintes, d'aborder un sujet comme ça. Mais voilà, si vous êtes d'accord avec moi, on peut, parce que c'est bientôt l'heure, Céline, il a dû nous quitter. Et Isabelle dit merci pour cette belle découverte et vivement les directs qui reviennent. Le direct va revenir, espérons, parce que bon, voilà. Mais les ateliers hardcore sciences vont reprendre en octobre, si tout va bien. Mais je pense que si, ça va être le cas. Et voilà.
et j'espère que très bientôt, on pourra reprendre. D'ailleurs, je vais regarder comme ça, je vous la date exacte. Ça va être le prochain atelier Hardcore Science. Ça serait le 16 octobre, le samedi Le 16 16, ouais. octobre, c'est ça, à la faculté de médecine, au bâtiment historique de la faculté de médecine de Montpellier. Et on va, justement, le sujet, ça va être danse et santé. Donc, on va aborder avec des professionnels de la santé un peu la question du corps et la démarche de la danse et la santé. Voilà. Ben, merci beaucoup aux spectateurs Oui. et merci d'être ici avec nous ce soir. Des chaleurs et des foot. Mais voilà, on avait tenu cette promesse sur ces webinaires. On les a tenus. Je pense que c'est un outil aussi intéressant. On va rapidement aussi venir, j'espère, au live pour tout le monde. Donc, merci beaucoup et à bientôt en live. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, les spectateurs, et merci d'être là. Merci.